L'heure de la revue de presse sur Europe 1 avec Olivier Delagarde. Olivier, évidemment ce matin, le pape François est à la une de tous les journaux. Oui, c'est même une déferlante éditoriale, appelons cela comme ça, probablement du jamais vu depuis la mort de Jean-Paul II. Toute la presse du nord au sud et de gauche à droite consacre sa une au pape disparu. Hier, c'était le pape du peuple, annonce le Parisien et le Midi Libre. C'était le pape des pauvres pour Ouest France. Le Monde pleure, le pape annonce la Voix du Nord. Adieu. Titre sobrement Le Figaro au-dessus d'une immense photo de François devant la basilique Saint-Pierre adressant un geste de la main. Même les communistes de l'humanité saluent, Eugénie Bastier nous le disait, un pape ouvert au marxisme, au nom de la paix, des migrants et du Saint-Esprit, titre même l'UMA. Même les sportifs de l'équipe découvriront en dernière page un long portrait de ce pape qui aimait le foot, apprend-on. Mais évidemment, c'est la croix qui fait le plus de place au Saint-Père, dont le journal se sentait si proche. 30 pages pour tenter de faire le tour d'une personnalité complexe et d'un pontificat très riche, parce que c'est le pape qui voulait réformer l'Église, titre le quotidien catholique. Le premier constat, écrit Loubet-Mont de Senneville, c'est que François laissera une trace profonde dans l'Église. Originaire d'Amérique latine, jésuite, François aura été à bien des égards le pape des premières fois. Il aura d'abord mis au centre de l'attention de l'Église des sujets perçus là comme secondaires, comme l'environnement, les migrants, les plus pauvres. Il aura contribué à bousculer l'Église de l'intérieur, poursuit-il. Et puis, c'est un pape qui a cassé les codes, renchérit Xavier Lenormand quelques pages plus loin. Parce qu'il y a eu le style François, cette simplicité. À peine élu, rappelle-t-il, il a été le pape du rapport direct avec les fidèles. Dès le lendemain de son élection, il va célébrer la messe dans l'église paroissiale du Vatican, comme s'il en était le simple curé. Quelques heures plus tard, il revient dans le centre de Rome, payer lui-même ses nuits d'hébergement d'avant-conclave. Il préférera aussi délaisser les luxueux appartements pontificaux pour loger à la plus modeste résidence Sainte-Marthe. Les berlines aux vitres fumées sont parquées, rangées au garage. Le pape se déplace désormais à bord d'une simple Fiat. Eugénie nous le rappelait également. Dans le Figaro, Jean-Marie Guénois raconte aussi l'habitude qu'il avait gardée, le soir venu, d'ouvrir son petit répertoire de téléphone et d'appeler directement ses amis ou des personnes dans la souffrance. Allô, c'est Georges. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir son caractère bien trempé, avenant, mais très autoritaire et colérique, ajoute-t-il. Oui, comment le résumer ? Dans l'éditorial qu'il signe à la une du journal, Étienne de Montetti se gratte la tête. Ce progressiste était aussi un classique qui ne dédaignait pas les élans iconoclastes, écrit-il. À une humanité blessée, il voulait que l'Église apporte pleinement la consolation de l'espérance. Cela commença, rappelle-t-il, par une visite spectaculaire à Lampedusa, l'île des migrants. Ces voyages montrèrent une singularité apostolique, poursuit-il, au programme Mongolie, Kazakhstan, Irak. Mais l'Allemagne ou son Argentine natale furent délaissés. Et les Français s'en souviennent, à Notre-Dame de Paris, il préféra Notre-Dame de la Garde. Ce qui nous amène, Olivier, à parler de ses relations avec la France. Oui, relations houleuses, explique le Parisien. Aujourd'hui en France, il s'est rendu dans notre pays 2 fois, sans compter un déplacement au Parlement européen à Strasbourg. 2 fois contre 8 pour Jean-Paul II. Son premier déplacement a eu lieu en septembre 2023 dans la cité phocéenne. Et d'emblée, il prévient « Je ne vais pas en France, je vais à Marseille ». Porte de la Méditerranée, une façon pour lui de dire que la vieille Europe ne l'intéressait pas, écrit Thomas Poupeau. Un peu plus d'1 an après, il se rend en Corse, où il n'ignore pas du tout que l'île a des velléités d'autonomie, souffle un connaisseur des arcanes du Vatican. Lors de ses séjours express, le pape est venu célébrer la piété populaire. Il voulait même que le continent s'en inspire, traduit le cardinal Bustillo, et que la France hexagonale délaisse sa vision de la laïcité jugée trop ferme. Mais le dernier affront, ajoute le journal, cela, bien sûr, était de bouder la réouverture de Notre-Dame. Pourtant, tout le monde a tenté de le faire venir, à commencer par Emmanuel Macron. Mais il ne déborde pas d'amour pour le vieux continent, écrit plein d'euphémismes le journal. François a ses têtes, et quelques-unes sont françaises. Quelle relation entretenait-il avec le président français ? Alors, le pape et Emmanuel Macron s'étaient rencontrés en juin 2018, rappelle la Croix, et ils n'ont jamais cessé d'échanger régulièrement. Emmanuel Macron nourrissait une forme de fascination pour ce pape venu de loin. Les tête-à-tête furent longs, bien plus qu'avec l'immense majorité des chefs d'État. Au Vatican, on respectait sa puissance intellectuelle. À l'inverse, poursuit Loubet-Mont de Senneville, on gardait au palais apostolique un souvenir
épouvantable de François Hollande. François est aussi contrasté. Oui, même si un jour comme aujourd'hui, les papiers que vous lirez sont plutôt hagiographiques, derrière le parfum de l'encens pointe tout de même un peu l'odeur du soufre. Dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet rappelle qu'en interne, les traditionalistes menés par des figures comme le cardinal américain Raymond Burke ou le guinéen Robert Sarah reprochent à François une ambiguïté doctrinale. Par ailleurs, sa centralisation du pouvoir, paradoxale pour un pape prônant la synodalité, agace certains évêques. Beaucoup plus prosaïquement, les Échos, l'un des très rares quotidiens à ne pas consacrer à François son plus gros titre, signale que le pape ne faisait pas l'unanimité avec sa critique de la finance ou la défense sans embâge des migrants et de l'écologie. Mais reste aussi le bilan géostratégique de François. Dans le Figaro, Renaud Girard nous rappelle qu'au cours des 25 dernières années, les musulmans sont passés dans le monde de 1,3 milliard à 2 milliards. Dans le même temps, les chrétiens ont connu une moindre augmentation. Ils sont passés de 2 à 2 milliards et demi, dont 270 millions de progression. Rien qu'en Afrique, il ne serait donc pas incongru que le prochain pape, conclut-il, soit un Africain. Mis à part la mort de François, que faut-il retenir ce matin, Olivier ? Eh bien que le Saint-Père a, bien malgré lui, aura gâché la fête de l'opinion. Le quotidien de Nicolas Bétou célèbre effectivement aujourd'hui son numéro 3000. Pour l'occasion, il avait demandé à une 60aine de personnalités de plancher sur l'audace, la création, l'innovation. Emmanuel Macron s'était même prêté au jeu. Alors dans d'autres circonstances, nous aurions sans doute cité plus longuement ce papier où le président appelle à bâtir une Europe libérée de ses dépendances. Oser savoir aujourd'hui, c'est d'abord protéger la liberté de l'esprit, écrit le chef de l'État. On aurait aussi parlé sans doute des contributions de Patrick Pouyanné, Florent Ménégo ou Anne-Sophie Pic, mais comme l'écrit lui-même Nicolas Bétou à la une de son journal, hier, à 9h59, ce numéro spécial a complètement perdu de son impact, dépassé par la vague de la disparition d'un des personnages les plus influents du monde. Ainsi s'écrit la loi de l'actualité, conclut-il fataliste. Heure et grandeur de la servitude journalistique, mon cher Jacques. Allez, bon anniversaire quand même. Bon numéro 3000, l'opinion. Bon anniversaire à l'opinion. C'était la revue de presse d'Olivier Delagarde.